Bonjour tout le monde. Dans cette deuxième vidéo, on va évidemment parler de Data Factory. On va voir des concepts qu'il est indispensable d'avoir en tête pour pouvoir pratiquer. Et puis on fera notre premier pipeline en lançant donc de la conception au run et regarder un petit peu ce qui se passe et comment ça se matérialise tout ça. Alors déjà, les concepts qu'il est fondamental d'avoir en tête et sur lesquels on va travailler, c'est le concept du service lié. Donc le service lié, on en a un petit peu parlé dans la vidéo précédente. Le service lié, c'est quand vous allez vouloir vous connecter à une source de données, donc qu'elle soit une base de données sur Azure, sur Amazon, sur Google, une base de données on-premise, sur un serveur FTP, sur des fichiers CSV, XML, JSON, des API REST, j'en passe. On va créer ce qu'on appelle un service lié, qui est une connexion vers une source de données particulière. Donc il y a un certain nombre de connecteurs qui existent chez Microsoft. Donc on va y aller, on va pas le créer, on n'en aura pas besoin dans le TP aujourd'hui, mais comme ça vous pourrez voir. Donc là ici je retourne sur la fabrique qu'on avait créée dans le premier TP, et je me connecte ici sur l'onglet Manage, Link Service ou Service Lien in French. Je fais New, et je revois la liste des connecteurs qu'on a à date sur lequel on peut se connecter. Donc, si par exemple je prends Azure SQL Database, il va me demander si je suis sur une souscription particulière. Donc une souscription, euh, c'est associé à un compte Azure. On fera de la pratique après pour voir comment l'utiliser et l'exploiter. Mais je vais mettre mon serveur, ma base de données, comment je m'y connecte. Donc en SQL authentification, avec d'autres types d'identités sur Azure, dont on verra aussi dans des vidéos suivantes de quelle nature ils sont composés, dans quel cas d'usage on va les utiliser. Et voilà, ça c'est un exemple de service lié. Donc je peux mettre en place mes paramètres. Ça peut être stocké dans ce qu'on appelle des coffres de clés. Donc c'est un autre service dans Azure, on verra ça aussi par la suite. Euh, et ça peut être variabilisé par environnement, les environnements de dev, les environnements de recettes, les environnements de prod. Donc ça, c'est très intéressant ça. Ça, c'est le service lib. Ensuite, on a autre chose qui s'appelle le dataset. Donc là, on a vu rapidement qu'on pouvait créer un service clé sur une base de données. Le dataset, c'est ce qui va me permettre d'aller attaquer un élément en dessous, en termes de granularité, une table. Ou si je me base sur un serveur FTP ou SFTP, ça va être mon répertoire ou mon fichier. Donc un élément de granularité plus fine, mais sur ma source de données, pour travailler notamment en ligne à ligne. Ça, on fera des TP aussi là-dessus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le pipeline, élément principal. Ça, c'est ce qu'on va créer tout à l'heure. Donc le pipeline, c'est l'élément central qui va concentrer le tir de tout ce que je vais vouloir faire. Donc si je veux faire un select dans une base pour écrire dans une autre, je vais utiliser un pipeline. Si je veux appeler une API REST et copier le résultat du JSON dans un compte de stockage dans Azure, je vais appeler un pipeline. Si je veux faire une action et attendre que cette action se termine, c'est dans mon pipeline que ça se passe. Donc le pipeline, c'est vraiment l'élément central, c'est lui que je vais automatiser euh, si je veux faire des choses aussi, si je veux l'automatiser à 8h, 9h, 10h du matin, c'est le pipeline qui sera lancé. Donc on verra qu'il peut prendre des paramètres. À l'intérieur, je vais mettre ce qu'on appelle des activités. Donc les activités étant une action unitaire sur de la donnée ou un calcul. Donc on va avoir des activités qui vont me permettre de faire des boucles, des activités qui vont me permettre de faire la notion de copie. J'attaque une requête SQL, je veux écrire ça sur mon data lake. C'est ce que je vais utiliser comme item, ça va être une activité. On va voir ça en détail tout à l'heure. Donc le pipeline contient des activités, euh, c'est l'élément central, le pipeline, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on va avoir quelque chose qui s'appelle l'Auto-Resolve Integration Runtime. Donc c'est un nom un petit peu barbare, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un pipeline, euh, il s'exécute dans le cloud et il s'exécute sur une machine qui, par défaut, est gérée par Microsoft. Quand on crée le,
Data Factory. Donc là, si je vais dans Integration Runtime, je vois ici que j'ai une ligne Auto-Resolve Integration Runtime. Donc c'est une machine qui a une capacité en termes de CPU, de RAM. Je ne peux pas m'y connecter à distance. Je peux en créer d'autres. Si je veux avoir plusieurs VM qui vont consommer mon compute parce que j'ai énormément de traitements et que je ne veux pas forcément solliciter la même machine, je vais utiliser plusieurs VM de ce type-là. Donc c'est ce qu'on appelle Auto Integration Runtime. Ensuite, il y a une dernière thématique qui est importante, c'est ce qu'on appelle le live mode. Donc le live mode, quand on va créer les pipelines là, dans quelques secondes, euh, vous verrez que ici, j'aurai le bouton Publish All qui sera en jaune avec un petit 1, un petit 2, un petit 3, ça dépend du nombre de pipelines ou d'autres items que je vais créer. Et quand je vais faire Publish, ça va être déployé sur ce qu'on appelle le live mode. Le live mode étant ce qui est déployé sur le serveur Data Factory et ce qui peut être lancé depuis l'extérieur via notamment des API REST. Donc ça, c'est très important. Quand on créera un repository pour faire mapper, on verra qu'on pourra plugger notre code sur une branche et du coup publier sur le live mode. Donc là, on n'aura pas de branche dans un premier temps, euh, mais on enregistrera nos modifications dans le live mode, ce qui permettra quand on ferme le navigateur de ne pas perdre ce qu'on a fait. Dès qu'on veut rentrer dans un mode un peu plus industriel en entreprise, avec un mode collaboratif, c'est indispensable d'avoir un Git et de versionner son code. Là, pour la démo, ce qu'on va faire, il n'y a pas forcément nécessité. On le verra quand même parce que c'est intéressant de voir, mais il n'y a pas forcément besoin quand on est tout seul de faire ça et que n'est pas forcément dans un contexte d'entreprise. En tout cas, techniquement, il y a rien qui bloque, même si c'est fortement, fortement conseillé. Alors maintenant, on va créer le pipeline, qui est l'élément de base. Donc on va sur le petit stylo Author, on fait plus, pipeline, et pipeline, hop. Et là, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et vous voyez Publish All, ça veut dire que il détecte que j'ai créé quelque chose. Quand vous voyez le petit cercle noir, ça veut dire que c'est pas enregistré euh, et que je peux potentiellement pousser. Là, d'ailleurs, entre parenthèses, si je rafraîchis ma page, là, il va me dire que je vais perdre des choses. Si je rafraîchis quand même, là, j'ai plus le pipeline que j'avais créé parce qu'il n'a pas été mis en mémoire. Je le recrée. Hop, je vais lui mettre un nom. Je vais l'appeler Master Pipeline. Appeler Master Pipe TP2. Donc ici, là j'ai mon pipeline. Le pipeline est un JSON, tout n'est que JSON dans la Data Factory. Bon là il n'y a rien dedans, il est vraiment vide, mais on va le remplir. Donc là ici, il y a ce qu'on appelle les activités. Donc les activités, alors, si on regarde dans les grandes lignes, elles sont groupées par catégorie. Pour ceux qui ont fait du SQL Server avec SSIS, il y a l'équivalent en fonctionnement parlant. Ce ne sera pas le même type d'activité, mais c'est des activités qui, dans le nom et dans la philosophie, ressemblent à ce que, si vous avez vu SSIS, c'est le même principe. Donc, il y a des activités de copie, copie d'activité REST euh, vers un data lake, vers une autre source de données. On va utiliser, ça c'est très très utilisé, les activités de copie. Le data flow, ça va être si je veux transformer de la donnée en ligne à ligne. Donc ça existe aussi avec le SSIS. Je vais pouvoir faire des notebooks. Bon, ça, on verra ça plus tard. Ça, c'est relativement peu utilisé. Enfin, relativement peu utilisé. Ça dépend du contexte dans lequel vous faites. Mais si vous voulez récupérer des logs dans Azure, ça peut être très intéressant. Alors, vous pouvez appeler aussi des Azure Functions. Donc, une Azure Function, ça va être du code en Python, en C Sharp, en Java, en Node, qui va être exécuté sur un des services que vous aurez créé ailleurs, sur votre souscription comme sur une autre. Vous pouvez exécuter du PowerShell ou du batch. Vous pouvez faire du Databricks, ça on en fera, mais peut-être à la fin des TP. Donc qui est possibilité de faire de la transformation avec un autre service qui peut être provisionné dans Azure. Ensuite, vous avez les activités de type SQL. Vous pouvez exécuter une procédure stockée ici. Vous pouvez faire tomber votre pipeline en erreur si un cas métier
le demande. On peut récupérer la structure, d'une table ou d'un JSON dynamiquement, ça c'est intéressant avec ça. On peut faire des activités de type lookup. Si je veux boucler, sur une table et récupérer la première ligne, qui m'est retournée avec une closure particulière, je vais utiliser, une activité type lookup. Je peux utiliser une activité type lookup si je veux récupérer des lignes de configuration, par exemple. Je peux faire des activités type web, ça on va le voir. Je peux faire des activités d'attente, si je veux attendre qu'un traitement se termine, par exemple, et interroger un événement, je vais pouvoir utiliser ça, l'activité wait. Ensuite, il y a les activités, qui sont liées, au big data. Non, ça je connais, j'ai pas utilisé encore, mais il y a les connecteurs qui vont bien, enfin, il y a les activités qui vont bien. Ensuite, les activités conditionnelles, ça on verra régulièrement ça. Donc des activités de filtre, si je veux filtrer des lignes, des activités de for each si je veux boucler sur un tableau, un if, des switch, des activités tant que. Ça, c'est des activités qui sont très connues, si vous avez fait un langage de programmation. On peut faire du machine learning aussi. Heu, Ça, j'en ai jamais fait, mais peut-être dans les prochains mois, les prochaines années. Et il y a une activité qui est arrivée il y a, relativement peu de temps, Power Query. Donc ça, c'est si on veut faire de la transformation, avec un des moteurs de Power BI, c'est intégré maintenant en tant qu'activité. Donc alors on fera de la pratique sur, la plupart de ces types d'activités-là pour l'instant, on peut pas tous les voir en quelques minutes. Donc on va voir, hein, on va créer, notre premier pipeline avec, quelque chose de simple. Donc je peux parfaitement créer, une variable. Donc je vais l'appeler, prénom. La variable, elle est de type string booléen ou chaîne de ou tableau. Donc là, c'est type string et du coup, je vais ma variable alors c'est des choses très simples, hein, vu que c'est le premier pipeline qu'on fait. Je peux créer, une activité qui s'appelle setVariable dans laquelle je vais mettre à jour mon prénom. Hop. Je veux pas les accents dans le nom. Donc là, dans cette, activité-là, il y a besoin de savoir la variable que vous voulez setter et ici, je peux mettre un prénom en dur. Après, on verra dans les prochains TP pour mettre des expressions dynamiques. Ah, mais là, je peux mettre un prénom en dur. Donc là, il y a un processus de validation. Alors si, par exemple, je mets quelque chose, si j'avais pas mis ici de variable, il m'aurait dit que, dans mon setting, c'est obligatoire d'avoir un nom de variable qui est seté. Donc il y a un processus de validation. Donc là, je fais validate, il a pas trouvé d'erreur, et je peux faire publish. Donc là, il détecte le fait que j'ai créé master pipeline TP2, je le publie. Ça met quelques secondes, donc là, ça va être publié sur le live mode et là, je peux ajouter, lancer mon pipeline si je veux voir, comment ça se matérialise en termes de log. Donc je fais trigger now, j'ai pas de paramètres, on verra ça plus tard les paramètres. Je fais OK et là, je vais avoir dans ici, un item qui s'appelle output. Je clique dessus, je fais un petit F5. Alors, je dis des bêtises ici, alors je vais le relancer, c'est intéressant ça. Si là, il y a un mode debug, je vais le lancer en debug. Les logs vont s'afficher là, ici, voilà. Donc quand je lance en debug, la sortie «standard» entre guillemets, en tout cas les logs du pipeline s'affichent ici. Quand je lance en trigger, il s'affiche ailleurs, on va aller voir après. Donc là, je fais un petit refresh et j'ai, les logs qui s'affichent. Donc là, j'ai qu'une seule activité, c'est pour ça que j'ai qu'une seule ligne. Donc si je survole ici, je vois que j'ai 2 petites flèches qui pointent sur la droite. Là, j'ai ce qu'on appelle input-output. Donc c'est une activité qui est très simple. Donc input-output, il y a exactement la même chose, mais on verra que sur d'autres types d'activités, ce ne sera pas le cas. Donc elle a duré 1 seconde. Je vois que ma variable, elle vaut Julien. Bon, c'est normal, j'ai mis ça en dur. Donc ça, c'est la sortie standard et c'est quelque chose qu'on va régulièrement regarder, hem, pour voir ce qui se passe, dans les activités qui sont, setées, enfin, exécutées les unes à la suite des autres. Donc je peux parfaitement dupliquer ce bloc-là.
et le lier. Donc ici, vous voyez que la flèche, ici, quand je l'ai liée, elle est verte. Si cette activité-là est un succès, tu vas m'exécuter celle-là. Donc si je mets, je vais m'appeler Robert, tac, ici, je peux lui dire: «Si jamais ça tombe en erreur, tu me joues celle-là». Si, si je veux ne pas exécuter ce bloc-là, je vais mettre skipped. Si je veux que ça soit en erreur ou en succès, jouer celle-là, je vais mettre completion. Donc là, je vais mettre completion. De toute façon, ça va bien s'exécuter puisque c'est une activité qui est très simple. Je réexécute et là, vous voyez que dans les logs, alors vous allez voir, pardon, j'aurai celle-là d'abord, puis celle-là. Si elles étaient pas chaînées les unes à la suite des autres, il les lancerait en même temps les 2. Ce qui peut être un cas d'usage. Donc là, ma première vaut Julien et ma deuxième vaut normalement Robert. Voilà. Et ce que j'ai lancé tout à l'heure, donc là je vais faire publish pour un prochain TP. Et la prochaine fois, on fera un pipeline un peu plus compliqué. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de lancer, pas en mode debug, donc en mode trigger. Et là, vous voyez que les logs, ils apparaissent ici, donc dans triggered. Mes logs, enfin tout ce que j'ai lancé depuis le début du TP, se sont lancés là, dans pipeline run. Et là, j'ai un onglet debug. Et là, j'ai un onglet trigger. Non, c'est pas tout à fait la même chose les 2, on verra, des cas d'usage, concrets. Et donc là, je peux parfaitement mon pipeline le relancer une deuxième fois, en faisant rerun. Est-ce que tu veux lancer une deuxième fois? Oui. Et donc là, ce pipeline, il a duré 5 secondes. Hop, et là, il y a une deuxième instance qui s'est lancée, à 3h46 et qui est les mêmes paramètres. Bon, là, il y a pas de paramètres, mais on verra qu'on peut relancer plusieurs fois un même pipeline avec des mêmes paramètres d'entrée, ce qui évite de le retaper, ce qui est très intéressant. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. C'était un premier pipeline simple, on a vu quelques concepts, on verra des choses, plus élaborées et plus poussées, au fil du temps et des TP. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker et à commenter la vidéo et à vous abonner, pour être au courant des autres vidéos que je publierai dans les prochains jours, les prochaines semaines. Bonne journée, à bientôt.